S'il en était encore besoin, l'été 2022, avec les fortes chaleurs suivies d'épisodes orageux violents, nous a rappelé combien le dérèglement climatique affectait de plus en plus nos vies. Il y a quelque temps, j'ai eu le plaisir de pouvoir interviewer l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, et il me disait « Ce n'est pas la planète qui est en danger, mais l'humanité et la biodiversité, et nous sommes aujourd'hui les spectateurs et les acteurs de la fin d'un monde ». Ce danger qui pèse sur nous révèle dans la population, et plus particulièrement chez les jeunes, un nouveau syndrome, celui de l'éco-anxiété. D'après une étude approuvée et publiée en septembre 2021 par la revue scientifique The Lancet Planetary Health, 45% des jeunes sondés dans 10 pays affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Dès lors, comment parler de ces sujets sans alimenter encore plus les effets de stress? C'est l'une des questions auxquelles nous allons chercher à répondre cet après-midi dans la première partie de la conférence. Ensuite, nous aborderons un second sujet qui est en relation, bien évidemment, avec le premier. C'est l'engagement des jeunes face à ces situations. Des jeunes qui s'engagent, à l'image notamment du mouvement Fridays for Future, les vendredis du futur, initié par Greta Thunberg, et dont les manifestations ont repris depuis la rentrée. Alors, pour parler de ces deux sujets, nos deux conférenciers du jour, Mara Sierra Jiménez, vous êtes géographe socioculturel et vous travaillez notamment sur le rapport des sociétés avec la nature. Vous coordonnez actuellement le Work Package éducation et sensibilisation à la nature pour le projet européen ReGreen. Vous nous en direz d'ailleurs quelques mots pendant votre intervention. Et puis en parallèle, vous proposez également des formations d'éducation à la nature à travers la cartographie sensorielle et expérimentale auprès des enfants, des jeunes et des adultes. Un grand merci d'être avec nous, s'il vous plaît. À vos côtés, donc, il est un habitué du Forum de la Famille. Alors, on en discutait juste avant. Il me disait, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 fois que j'interviens ici. En tout cas, on est effectivement très heureux de vous avoir avec nous. Jocelyn Lachance, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Pau et membre du laboratoire TREE. Vous êtes le directeur scientifique également de recherche intitulé Écotique, Écocov et Éco-stress sur l'engagement écologique des jeunes. Et puis, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'adolescence hypermoderne, le nouveau rapport au temps des jeunes et plus récemment de Les paradoxes de l'engagement, construire son navire dans un monde qui s'effondre. Des ouvrages d'ailleurs que vous pourrez retrouver dans la librairie qui est à l'entrée du hall. Voilà, donc merci à vous à tous les deux d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Conférence en 2 temps. On va commencer avec vous, Mara. On va parler éducation à l'environnement. 45 minutes à peu près de conférence. Vous verrez, il y a des interactions avec vous, il y a des surprises. Elle me l'a dit, j'en sais pas plus. Et puis comme c'est des surprises, je ne vous le dis pas. On se réservera évidemment un temps d'échange si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'information. Et puis dans un deuxième temps, la conférence de Jocelyn autour de l'engagement des jeunes. Et là, pareil, même principe, à peu près 45 minutes de conférence et un échange avec vous. Voilà. Et tout de suite, pour débuter, je vous laisse en compagnie de Mara. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup d'être venus. Ce n'est pas l'accent québécois, désolé, c'est un autre accent qui vient d'ailleurs. Vous devinerez après c'est quoi cet accent. Donc, merci d'être là. Et juste pour contextualiser un petit peu qu'est-ce que je fais, donc géographie socioculturelle, c'est quoi? C'est s'intéresser un petit peu au rapport des sociétés au monde, à la nature, à l'environnement et aux autres. Et ça, je l'ai fait dans plusieurs pays, en Amérique latine, au Brésil, en Amazonie colombienne, en Guyane, j'étais aussi au Québec. Et actuellement, je travaille comme formatrice en éducation sensible à la nature. Donc, je vous dirai ça à la fin de ma présentation pour vous donner quelques exemples. Et donc, pour contextualiser un petit peu, et ponctuellement, je vais parler d'éducation à la nature. Et je vais vous donner un petit peu des retours de toutes les observations que j'ai pu faire dans ces contextes éducatifs dans différents pays, mais aussi en France. Donc, le projet ReGreen, c'est un projet européen sur les Nature-Based Solutions en général, où on va essayer de voir un petit peu la relation des sociétés à l'environnement, du point de vue de l'aménagement du territoire, du point de vue un peu technologique, spatial, etc. Et moi, c'était plus la focale éducation avec les enfants, comment on éduque justement pour changer le monde, pour que les établissements scolaires soient plus verts, plus accueillants, créer un contexte psychologique plus sympa pour les enseignants et pour les élèves. Donc, durant 2 ans, j'ai travaillé au Centre de mission d'histoire naturelle de Paris.
pour essayer d'identifier un petit peu un outil qui s'appelle Viginature École. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un outil des sciences participatives du Muséum d'histoire naturelle qui va chercher à éduquer, un petit peu proposer des outils pour éduquer à la biodiversité. Donc, identifier un petit peu quel type de biodiversité on peut retrouver dans les écoles, apprendre un petit peu sur cette biodiversité. Et en parallèle, donc, je venais aussi proposer des activités un peu plus sensibles, dont l'objectif, c'était justement de comprendre un petit peu les rapports qui peuvent se construire entre les enfants, les adultes, les adolescents, avec cette nature qui est un peu observée, étudiée, analysée. Donc aujourd'hui, en fait, je vais un peu restituer toutes ces observations, ces constats, pour vous montrer à quel point, quand on est adulte, quand on est éducateur, on est aussi des fois dans des dynamiques, des répétitions, peut-être une culture de la peur qui se construit des fois avec des actions, des gestes très simples qu'on pourrait dire « Ah, c'est pas grave, hein, si j'écrase un cafard, c'est moche ». C'est pas grave. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure de cette proposition que finalement, les actions et les rapports qu'on entretient avec la nature ordinaire, comme on peut appeler ça, ça peut provoquer aussi des impacts importants dans la psychologie des individus à tous les âges. Et comment cette psychologie, un petit peu de la culture de la peur, de l'angoisse qui se construit de plus jeune âge, ça peut aussi impacter après notre relation au monde, aux sociétés, et on le verra après par la suite avec la conférence de Jocelyn Lachance. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans avec des écoles de maternelle, collège, lycée, donc tous les âges. Et ça a été intéressant de voir tous les changements qu'on peut observer à différents âges et le comportement des enseignants par rapport à ces âges-là. La suite, s'il te plaît. Donc, je vais essayer de présenter rapidement des exemples sur déjà, c'est quoi le rapport que les sociétés construisent avec la nature. On verra qu'il y a des rapports très différents, ça dépend des pays, des sociétés, des milieux urbains, milieu rural. Je vais donner quelques exemples aussi sur la posture de l'adulte au niveau de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet comme information avec un discours, mais aussi avec une posture corporelle, gestuelle, très important. Et à la fin, je vais essayer de vous proposer un peu des outils, des options pour essayer d'améliorer un petit peu notre relation au monde, à la maison, à l'école, pour vous-même dans le quotidien. Alors, pour commencer cette présentation, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée justement dans un collège où on observait donc, des escargots, des vers de terre, des insectes du point de vue scientifique. Et on a proposé une activité sensible, c'était raconter une expérience positive ou négative qu'on a vécue dans la nature. Donc, je vous invite à vous poser la question. Vous pourrez parler entre vous le soir en famille, si vous voulez. Mais ce n'est pas évident de se dire une expérience marquante qui nous a vraiment impacté positivement ou négativement. Donc, on a fait l'exercice, on a posé la question à des gens des collèges. Et un enfant nous raconte, c'est quoi ton expérience? Elle est positive ou négative? Négative. Alors, raconte un petit peu ton expérience. J'ai marché avec ma grand-mère dans un sentier et tout d'un coup, j'ai vu un écureuil mort au milieu de la route, tout écrasé avec tout qui sortait de son corps. OK. Et donc, on commence à voir la réaction des enfants à côté, à droite, à gauche. Donc, vous allez avoir un enfant qui dit « Mais c'est ça la nature, c'est pas grave ». L'autre qui va dire « Oh, c'est horrible, c'est dégueulasse. Oh. » Donc, un peu plus sensible. Donc, je demande à cet enfant « Mais finalement, qu'est-ce qui t'a marqué de cette expérience? C'était un écureuil mort dans la route. » Ah, mais ça m'a fait un peu sentir triste, déprimé. Je dis « Pourquoi? » Ah, je ne sais pas, de le voir comme ça, par terre, tout seul, un peu abîmé. Et donc, de ça, j'ai trouvé très intéressant cette dimension de il était tout seul, abîmé, au milieu du chemin. Donc, on voit déjà une dimension sensorielle et sensible très forte. Et je dis, bon, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais j'ai rien fait, j'ai continué à marcher, je me mis à pleurer. Et ma grand-mère m'a consolée en m'expliquant que c'était un renard qui sûrement l'avait mangé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est le débat entre les élèves.
Et il y a un qui dit, mais comment ça, c'est pas possible, mais t'as rien fait, mais c'est le comble. Ok, ils sont 11 ans. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ah, mais moi, je l'aurais pris, je l'aurais enterré et je leur ai donné un prénom. Ok, et pourquoi tu aurais fait ça? Ah, mais parce qu'il mérite une mort décente. Il mérite être recordé et se souvenir de lui, quand même, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et l'autre dit, mais non, on ne va pas l'enterrer, on ne le connaît même pas, on s'en fout, c'est la nature. Donc, vous voyez que simplement parler d'une expérience avec la nature, ça a donné un point de vue énorme de qu'est-ce qu'on fait, on ne fait pas, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a des relations plus fortes que d'autres. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que j'ai demandé à cet enfant, bon, tu avais quel âge quand tu as vécu cette expérience? J'avais 8 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 12 ans. J'ai dit, et tu avais déjà parlé de ça avant? Non, c'est la première fois. Et là, je me suis dit, waouh, cet enfant, il n'arrête pas de parler de la mort, parce que je parlais ensuite avec son enseignante. Il disait, mais à chaque fois, il parle de la mort, la mort, la mort. Ça l'a beaucoup, beaucoup affecté. C'était la première fois qu'on lui donnait un espace, un temps de parole. Donc, cette petite question simple, une expérience de nature, finalement, qu'est-ce qui a permis? Ça a permis d'évacuer des émotions fortes pour lui. Ça a permis aussi de créer un débat avec les autres enfants de la classe. Et donc, plus tard, le programme de recherche a avancé. Et finalement, les enseignantes aussi se sont rendues compte que c'était très bien de faire le protocole scientifique, d'observer la nature, d'identifier ce qu'est l'espèce, comment il mange, comment il dort, comment il se reproduit, etc. Mais que finalement, c'était très intéressant et très nécessaire de créer un créneau, de pouvoir exprimer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on voit un escargot. Pour nous, c'est banal, là, un escargot, il bouge. Et quand elle a commencé à donner un petit peu la parole à ses enfants, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Certes, ah, mais l'escargot, il est horrible, il est un peu gluant, il est baveux, je ne vais pas le toucher. Après, je le touche, ah, mais finalement, il ne va pas me mordre. Ah, mais ça va, c'est pas méchant. Et donc, il y a toute une évolution de la relation à cet animal, de la relation au monde. Et en fait, ils ont créé un créneau uniquement pour parler. Et elle s'est rendue compte qu'à la fin de l'année, la classe qui était très tendue, qui avait même un rapport un peu éloigné à la nature, finalement, ils se sont un peu apaisés. Ils ont pu parler librement, sans avoir honte, sans être jugés de son rapport à la nature. Et donc, cette prof, elle me disait, mais à chaque fois qu'on commence la semaine, la première chose, c'est le bilan du week-end. J'ai vu un moustique, j'ai vu une araignée, j'ai touché la plante. Et là, ça a créé une autre dimension super intéressante au niveau des rapports à la nature. Donc, on discutera un petit peu, mais là, que sur cet exemple, on voit beaucoup de choses. Et je pense que ce qui est important à retenir, c'est que souvent, dans certaines cultures, dans certaines populations, on est souvent encouragé inconsciemment à retenir nos émotions, à ne rien dire, à être fermé, parce qu'on a peur qu'on soit jugé, parce qu'on a honte, parce que simplement on pense que ça peut intéresser personne, et on garde, et on garde, et on garde des émotions positives et négatives. Donc, petit message à retenir que sur ça, mais c'est que ça serait intéressant que vous, nous, tout le monde, on puisse donner et créer des moments et des temps pour favoriser l'expression de ce qu'on vit, des expériences positives et négatives, que ce soit par la parole, le dessin, la musique, peu importe, mais vraiment essayer d'aider les gens à faire sortir tout ça, que ça ne reste pas coincé dedans. Parce qu'on va voir que ça va construire justement des angoisses, des peurs, et ça va contribuer à nourrir une culture de la peur qui est déjà socialement construite. Voilà. Alors, maintenant, quand on parle de construction socioculturelle de la nature, c'est quoi? C'est que simplement, chaque population et chaque individu va avoir une représentation de son environnement, de la relation à l'autre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Philippe Descola. Il parle beaucoup de différentes façons de se mettre en relation avec le vivant non humain.
Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais je vais vous donner des exemples. Je vais vous poser rapidement une question. Quand on dit « c'est quoi la forêt ?» Tout de suite, vous avez des images. La forêt. C'est quoi la forêt? Est-ce que quelqu'un aimerait dire « c'est quoi la forêt ?» On peut avoir différentes définitions, presque autant de définitions que les personnes qui sont là. Donc, la forêt, ça peut être tout simplement, quelqu'un veut dire quelque chose? L'oxygène, l'ensemble des arbres, la faune, voilà. Donc, on peut aussi dire, mais c'est une plantation artificielle des sapins qu'on va utiliser pour faire du bois. On peut dire aussi, c'est une forêt qu'on laisse dans l'état sauvage pour qu'elle se reproduise toute seule et il devient plus naturel, on va dire. Donc déjà, juste là, on a plein de définitions. Alors, si vous vous rendez compte, en Occident, on a souvent l'image d'une nature, et ça va être très important pour la suite. Une vision de la nature, on va avoir un caractère un peu sur le contrôle. On doit contrôler, on doit maîtriser, on doit organiser, ça doit être bien rangé, ça doit être fonctionnel. On va utiliser, et là, vous allez voir que ça enchaîne sur les problématiques aujourd'hui, changement climatique, etc. Pourquoi on protège? On protège parce que ça nous sert à quelque chose, à stocker du gaz carbone. Les vers de terre, on les protège parce qu'ils sont mignons ou parce qu'ils vont nous aider à favoriser, à fertiliser la terre. Est-ce qu'on protège un arbre parce que je le trouve beau ou parce que simplement je sais que ça va nous permettre aussi d'avoir du bois? Vous voyez? Et donc, il y a une vision beaucoup sur le caractère utilitaire de la nature. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est que dans d'autres cultures, si je pose la même question, c'est quoi la forêt? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont voyagé dans des pays très, très exotiques, peut-être, qui ont des exemples. Si on pose la même question en Amazonie ou en Guyane avec certaines populations autochtones ou noirs marrons, ils vont nous dire, mais la forêt, c'est le lieu des esprits. Quand je vais à la forêt, je vais aller parler à mon grand-père, à ma grand-mère, à ceux qui ne sont plus là. Donc, c'est des êtres vivants. Ce n'est pas des arbres qu'on va couper. Donc, vous voyez, déjà, c'est une vision totalement différente où il n'y a pas cette notion d'utilitarisme. Et donc, ça, je pense que c'est important aussi à comprendre pour nous que notre relation qu'on construit culturellement, ça va apporter beaucoup de choses dans le rapport qu'on va avoir avec le vivant, mais avec nos sociétés. Donc, si on considère qu'on doit protéger parce que c'est utilitaire, c'est très différent de protéger parce que c'est vivant, parce qu'il est là pour quelque chose. Vous voyez un peu le caractère intrinsèque de la nature, du vivant. S'il te plaît. Alors, on a posé cette question aussi à des adultes et des enfants. Pareil, je vous pose cette question, vous pouvez parler si vous le souhaitez ou parler ce soir en famille avec vos enfants, vos amis, etc. C'est une question qu'on ne dirait pas super intéressante, mais elle est très intéressante. Alors, est-ce que vous avez déjà eu ou vous avez actuellement une relation particulière avec un arbre? Donc, réfléchissez bien quand vous étiez enfant, peut-être à la campagne, ou vous avez vu vos enfants créer peut-être une relation intéressante avec un arbre, votre arrière-grand-père. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques réponses. Non, je vais vous demander plutôt, imaginez-vous quelles sont les réponses que des gens des collèges ont pu nous donner par rapport à cette question. Donc, des enfants entre 11 et 14 ans, quand on a posé cette question. Donc, sur la façon d'identifier la relation avec l'arbre, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir ou pas une relation importante avec un arbre? Donc, d'après vous, c'est une devinette. Hein? C'est qu'est-ce qu'un enfant peut nous dire par rapport à ça? Voilà, un lieu de divertissement. On va dire des jeux, plutôt ça. Je ne sais pas s'il y a plus que le jeu dans votre réponse. Ouais. Ok, c'est un lieu où on s'amuse avec ses amis dans l'arbre. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec une relation avec l'arbre? Un jeune préado, un refuge, un abri. Voilà, très bien. Plus symbolique, on va dire. Quelqu'un a d'autres exemples? Voilà, j'allais dire plus pragmatique, le cerisier dans lequel on monte pour manger des cerises. Oui, donc là on est un peu dans l'utilitaire, je vais, je ramasse, je mange. Mais j'aime bien les fleurs, par exemple. Donc voilà, parmi les nombreuses réponses, on avait eu, mais ça ne va pas la tête, on ne peut pas avoir une relation avec un arbre. Pourquoi vous imaginez qu'on peut avoir une relation avec un arbre? Voilà. Donc déjà, ça c'est intéressant de dire, dans leur tête, déjà, il est impossible d'avoir une relation avec un arbre. Alors ça dépend de la définition qu'on peut donner de relation, évidemment. Donc là, vous connaissez les ados. Donc imaginez quand on vous dit, vous avez une relation avec un arbre, il part dans tous les sens, pas possible. Mais bon, la relation, c'est individuel finalement. C'est moi qui construis une relation avec l'autre. Donc ça peut être très simplement l'observer, les chanter des chansons, aller jouer, aller pleurer, aller avec ses potes, draguer. Voilà, il y a 1000 trucs. Symbolique, ma mère a planté un arbre quand je suis née, c'est mon petit frère arbre. On avait aussi, mais mon grand-père a planté cet arbre-là et tous les animaux de la famille sont enterrés autour de cet arbre. Mon petit frère est décédé, on a planté un arbre. Vous voyez, donc il y a beaucoup de relations. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait partager peut-être une relation ou un souvenir de relation avec un arbre? Peut-être quand vous étiez petit, que vous jouez à la campagne, ou je ne sais pas si vous habitez tout le temps à Paris, s'il y a un arbre à Paris qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas. Cerisier de Montmorency. Donc, c'est les cerises aigres, vous savez, et notre jeu était de manger le plus de cerises en laissant le noyau attaché à la tige. Et bien sûr, quand il n'y avait plus de cerises, on montait sur l'arbre et on grimpait, essayait d'aller au plus haut de l'arbre. Voilà. J'ai aussi un ami qui me disait qu'il avait eu une expérience plutôt négative avec un arbre, mais c'était un arbre d'un film qu'il avait vu, un film d'horreur, je ne me rappelle pas lequel. C'était un arbre qui faisait très peur la nuit, rentrer, manger l'enfant dans la chambre. Donc voilà, c'est pas que avec l'arbre physique, ça peut être aussi avec l'arbre imaginaire, l'arbre qu'on a vu dans un film, dans un jeu vidéo. Vous voyez, mais on peut se permettre de créer des relations. Et ça, c'est important. Comment on interagit avec l'autre. Et aujourd'hui, avec des recherches qu'on mène avec le projet européen ReGreen avec des Danois, et c'est très intéressant de voir que les Danois ils ont un rapport très différent par rapport à l'éducation à la nature. Ils vont laisser les enfants jouer très rapidement avec des couteaux, grimper dans les arbres, etc. Et on se rend compte qu'en France, malheureusement, il n'y a plus ça. Il y a beaucoup la peur du danger. Il va tomber. Si la branche elle se casse. Et comment on va faire si tout ça salit? Donc, on commence à voir qu'il y a aussi une culture de la peur qui est socioculturellement installée. Et donc, quand on parle avec les enseignants, donc maternelle jusqu'au lycée, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les établissements, malheureusement. Mais quand il y en a, mais non, on ne peut pas les laisser monter, on ne peut pas les laisser jouer, parce que s'il y a un, il faut demander la permission au préfet. Donc, il y a beaucoup de blocages administratifs aussi dans les institutions. Et quand on dit, mais pourquoi? Mais on a peur qu'il se blesse. La peur. La peur, la peur, la peur. La peur que le papa vienne et dise, mais vous étiez où quand mon enfant il est tombé? J'étais là, mais il est tombé. Ça fait partie de l'apprentissage de monter dans un arbre. Voilà. On tombe, après on fait plus attention. Voilà. Vous voyez, donc il y a quelque chose socioculturellement qu'il faut quand même qu'on transforme sur, finalement, est-ce que c'est justifié d'avoir si peur pour des choses qui sont très simples? Voilà. Donc, je vous laisse peut-être ces questions dans la tête. Vous-même, vous ferez votre réflexion personnelle dans le métro
ou ce soir. Voilà. Donc, deuxième partie, on peut se poser la question aussi par rapport aux plantes et aux animaux. Et vous allez voir que c'est différent quand on dit est-ce que vous avez une relation particulière avec un animal. Là, tout de suite, mon chat, mon chien, mon lézard, mon serpent, mon rat. Voilà. Donc, pourquoi on peut créer des relations particulières avec des animaux, mammifères ou reptiles, etc. Et plus compliqué avec des plantes et des arbres. Déjà ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui nous unit ou nous sépare. Alors, maintenant, quand on parle de la posture des adultes face à l'éducation, donc je vous avais parlé du cas de l'enfant qui nous exprime un petit peu sa peur, son angoisse sur la mort de cet animal. Et je vous avais raconté la réaction des enseignantes. Donc, réaction, on a compris, il y a un besoin d'exprimer quelque chose. On ouvre un espace de parole. Et effet, les enfants sont plus épanouis et ça s'améliore leur relation entre eux et avec la nature. Alors, maintenant, on va se poser la question, nous, adultes, parents, éducateurs, grands frères aussi, comment nous, on peut favoriser des relations plus apaisées et plus positives avec la nature. Et vous allez voir que souvent, inconsciemment, on va être dans la répétition de cette culture de la peur et de l'angoisse avec des actions très, très simples. Alors, un autre exemple qui s'est passé cette fois-ci en Guyane française. Alors, un monsieur qui est habitué à faire de l'éducation à l'environnement avec des populations autochtones, donc la Guyane très, très rapidement, territoire d'outre-mer, département d'outre-mer, où il y a des populations multiculturelles, beaucoup d'Amérindiens, beaucoup de Noirs marrons, créoles, Hmong, chinois, etc. Population française qu'on va, les Amérindiens et les Noirs marrons, on va considérer comme des populations dites traditionnelles. Donc plutôt chasse, pêche, cueillette, relation très proche avec la nature, moins dans la dimension utilitaire et contrôle, mais plus dans le partage, pour vous situer. Alors, ce monsieur, il est habitué depuis 20 ans d'aller faire des missions pour observer la nature avec des microscopes. Donc, il prend de l'eau, des insectes, etc. Il les observe avec les enfants. Et les Amérindiens, à chaque fois qu'il arrive, ils sont super contents. Ils partent à la chasse à trouver l'insecte le plus bizarre. Il le prend dans la main. Il arrive à la classe avec l'insecte, le poisson, le lézard, etc. Champignons bizarres, etc. Ce monsieur, il revient 6 mois après au même village amérindien et il dit, bon, allez, on va à la chasse, on va se promener, on va retrouver les insectes pour les observer. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il se promène dans la forêt. Le monsieur, il va attraper un escarabée. Et là, tout d'un coup, les enfants, ils commencent à dire, mais non, monsieur, ne touchez pas ça, c'est dangereux, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais ça fait 6 mois, tu prenais toi-même le même escarabée. Ah non, 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 il ne faut pas le toucher, la maîtresse a dit que ce n'est pas bien, ça peut vous blesser, ça peut vous faire mal. OK. Le monsieur, il s'est dit, ça fait 20 ans que je fais des animations, pourquoi, qu'est-ce qui a changé? Donc, il revient au village, il dit, bon, je vais quand même aller parler avec l'enseignante, parce qu'il y a un truc qui ne colle pas là, c'est bizarre. Madame, bonjour, j'aimerais savoir, voilà, on est habitué à toucher les insectes, à les ramasser, à les observer. Maintenant, les enfants, ils me disent, non, ne touchez pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? Ah, mais monsieur, je suis désolée, je viens d'arriver, grande métropole, hyper urbanisée en métropole. J'ai horreur des insectes, je ne peux pas les voir, c'est très dur pour moi. Et non, je préfère qu'ils ne touchent pas parce que s'il y a un insecte qui pique, qui fait un truc, après, je fais quoi? Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette anecdote quand même? On a des enfants qui, depuis toujours, ont un rapport super proche, qui n'ont pas peur de toucher, pas peur d'observer, qui s'amusent, qui vont simplement toucher les insectes sans les tuer, sans les faire du mal. Ils les prennent, ils les observent, ils les relâchent. Tout d'un coup, un adulte, une adulte qui a peur, qui est angoissée, interdit de faire une activité qui est faite de manière naturelle. Changement de contexte,
transmission de l'angoisse, transmission de la peur de l'adulte à l'enfant. Vous voyez, et ce n'était pas méchant, c'est qu'elle elle était vraiment traumatisée par les insectes. Et quand vous allez en forêt, je peux vous dire que la petite araignée de métropole, là-bas, elle est comme ça. Voilà, donc évidemment, il y a une peur qui est légitime pour cette enseignante, mais là où on doit se poser la question, c'est en tant qu'adulte, en tant que pédagogue, en tant qu'exemple, est-ce qu'on doit transmettre ça à nos enfants, à nos élèves? Et surtout, est-ce que ces peurs-là sont justifiées vraiment, ou c'est simplement qu'on réagit de façon trop rapide, sans prendre 2 minutes pour dire « ouais, voilà, la petite araignée, est-ce qu'elle va me manger? Non. Est-ce que je peux m'éloigner tout simplement et c'est pas grave ?» Vous voyez, donc là aussi, c'est intéressant de voir comment nous agissons au quotidien avec la nature. Encore une fois, des questions que vous pouvez vous poser vous-même. Comment j'agis moi avec la nature que j'aime, avec la nature que je n'aime pas, avec la nature qui me dérange, avec la nature qui me fait peur. Vous voyez comment je réagis, comment je me comporte. Et si on transfère un petit peu dans un contexte métropolitain, j'ai plein d'exemples, mais je ne vais pas m'élargir. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont... On peut lever la main, pas besoin de donner un témoignage, on va le faire rapidement. Qui a déjà crié parce qu'il a vu un insecte? Qui a déjà crié parce qu'il a vu un rat? Qui a déjà crié parce qu'il y a un chauve-souris qui est passé à côté? Qui a déjà écrasé une araignée avec une pantoufle, une tongue? Voilà. OK. Alors, vous voyez, alors là, ça va être très intéressant parce que justement, on est adulte, on a notre enfant à côté, nos élèves. Donc, je vais caricaturaliser, mais ce n'est pas trop caricature, c'est vrai. On a l'enseignante qui est devant sa classe, petite araignée qui passe, crise, on se prend les cheveux, on part en courant de l'autre côté de la salle. Déjà, première transmission, il y a un truc qui ne va pas, l'araignée méchante, je n'ai même pas vu l'araignée, mais je sais qu'elle crie, donc c'est un truc bizarre, donc araignée, méchant. Je transmets l'image déjà, représentation négative. Une araignée, c'est méchante. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est méchante. Niveau 2, vous avez beaucoup levé la main. Je prends ma tongue, ma chaussure, mon livre, mon dictionnaire, pah! Au revoir l'araignée, elle me dérange, j'ai peur, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'on transmet là, d'après vous? Une action très violente. Donc, parce que je n'aime pas, parce qu'elle est moche, parce qu'elle me dérange, ben je la tue. Alors qu'on peut simplement prendre un truc, la laisser partir. Donc, vous voyez, c'est quand même des gestes inconscients qu'on ne prend pas en compte dans notre quotidien. Mais quand on fait ça devant un enfant, devant une autre personne, on est en train de dire, quand ça te dérange, quand c'est moche, quand ça ne fait pas peur, tu l'élimines. Voilà, c'est simple. Si on transfère ça à nos sociétés actuelles, imaginez-vous combien de morts il y aurait par jour dans le métro parisien. Vous voyez? Ça me dérange, je ne le connais pas, je me méfie. Il n'adhère pas à ma vision de ce qui est beau, ce qui est moche. Je l'élimine, j'ai peur, je mets de la distance. Vous voyez? Donc, on passe d'une relation très simple avec la nature du quotidien, on réagit de façon agressive, violente, mais ça, ce type d'action, psychologiquement, on est en train de nourrir un comportement de la peur, de l'angoisse, de la méfiance, qui peut provoquer des actions violentes. Voilà. Et donc ça aussi, on dirait, oh, mais c'est pas grave, mais au fond, c'est quand même important. Et surtout, est-ce que c'est justifié? Parce que si on prend le temps d'observer la petite araignée, est-ce qu'elle est moche? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que finalement, elle peut me faire du mal ou pas? Est-ce qu'au lieu de l'écraser, j'ouvre la fenêtre, je la laisse partir?
Donc à tous ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, la prochaine fois, prenez 5 minutes, observez la petite araignée avant de choisir de la tuer. Oh, bon, Voilà. 5 minutes, elle sera déjà partie. Hein, Oui, donc, voilà. Alors, on va faire un exercice avec le public et je vais vous demander d'essayer d'exprimer avec, si vous ne voulez pas dire un mot, ça peut être c'est moche, c'est joli, burk, dégueulasse, oh c'est mignon, oh. Essayez d'exprimer comme vous pouvez votre émotion. Vous pouvez faire aussi comme ça ou comme ça. On va juste voir qu'est-ce qui se passe dans notre tête, mais il faut que ça soit vite. Vous voyez l'image, la première chose qui ressort de votre esprit. On est parti, mais allez-y. Hein? Ouais, moche, dégueulasse, burk, peu importe. 1, 2, 3. Voilà. C'est cute, le petit chaton. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un petit chaton comme ça est méchant? Ah, moi, oui, parce qu'il griffe et il mord. Hein. Désolé. Hein. Il pisse dessus aussi. Hein. Voilà. Le petit chaton, émotion, on peut dire quoi? Tendresse. Comment cute, c'est pas une émotion, mais mignon. Méfiance. Quelle autre émotion? Bah, il est petit là, il n'est pas grand, donc on est encore dans le assez mignon. Voilà. Réconfort. Plus d'expression. La prochaine, hein? Lâchez-vous. Parce que là, vous êtes encore dans la retenue. Rappelez-vous, on ne retient pas. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, là, c'est pof. Hein? Alors, ça vous provoque quoi, ces petits oiseaux? Alors, est-ce que quelqu'un sait quelle espèce? Une mésange bleue. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous provoque? C'est aussi cute que le petit chaton? Légèreté, liberté, donc on est beaucoup dans le symbolique. Le son, voilà, les oiseaux. Sérénité. Est-ce que vous feriez pareil qu'avec l'araignée? J'ai une mésange bleue qui est dans mon jardin, je le jette une chaussure, elle me dérange. Bon. Oui, non? Non, elle est cute. Ouais. Allez, mettez la patate, comme on dit. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite araignée? Quel sentiment? Donc un peu dégoût, un peu burk, répulsion. Est-ce que quelqu'un la trouve belle? Ah, je trouve qu'elle est merveilleusement belle. En plus, j'ai choisi la photo d'une belle araignée. Hein. Regardez, elle a des beaux yeux. Elle a des beaux yeux. Elle a même en fait, elle la est cute couleur avec bleue. ses... Si vous la regardez un petit peu en prenant le temps, mais oui. quand on la regarde, ouais. Elle a même des petites pollens dans les pattes. Je ne sais pas où elle est mise, mais... Voilà, donc vous voyez, est-ce qu'on jetterait un peu la chaussure sur celle-là? Ouais. Pourtant, elle est belle. Hein. Et donc, vous voyez aussi, ce qui est beau pour vous, ce n'est pas beau pour les autres. Donc, voilà, si on se met à dire, ah, mais l'araignée, elle est moche, oui, mais pour toi, hein, pas pour moi. Pourquoi tu vas la tuer? Pour moi, la mésange bleue, elle est moche. Hein. Donc, voilà, vous voyez? Bah, elle peut être toute petite. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec la taille. Mais simplement, c'est que si vous voyez ça et que vous dites, mais je vais la regarder, ah, mais finalement, elle est un peu impressionnante, mais vous ne la trouvez pas jolie? Un peu? Non? Voilà, la dernière, on va voir un peu qu'est-ce qui ressort. 1, 2, 3. Pour aller à la pêche. Donc, utilitaire, on va se servir pour pêcher, burk, blave. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il est beau? Mais il est super beau. C'est un épigée, c'est un cinésique à tête rouge. Ça s'appelle comme ça scientifiquement. Est-ce que vous savez identifier si c'est un bébé ou un adulte? Pourquoi, monsieur?
il y a quelque chose de très particulier dans un ver quand il est adulte. Vous voyez le petit anneau, là, le clitélium, c'est un adulte. Voilà, bravo. Voilà, juste ce petit jeu, ça peut nous montrer à quel point on va avoir des rapports. Encore une fois, c'est moche, ça me dérange. Je ne contrôle pas l'araignée, je ne sais pas si elle va me sauter dessus, me mordre, mais le chaton, c'est pareil, hein? On ne peut pas trop le maîtriser. Donc, vous voyez beaucoup de rapports comme ça. Donc, tout ça, simplement pour vous dire, on n'est pas toujours conscient des moments où on a si intégré cette culture de la peur, de l'angoisse, du stress, que malheureusement, de façon inconsciente, nous-mêmes, on devient acteurs et agents de cette culture de la peur. Et nous-mêmes, on devient les premières victimes de ça. Et donc, on va répéter ce qu'on a vu, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, et on répète. Et on cultive cette culture de la peur, et on cultive cette culture de l'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette partie? Ben, simplement, je vous invite, à partir d'aujourd'hui, à prendre un peu plus de temps pour observer. Quand vous vous promenez dans votre jardin, votre petite plante de la maison, dans une balade dans un parc, des fois on se balade et on ne voit rien. On dit, ah, on est en nature, ouais, c'est super, j'ai fait le tour du jardin des plantes, j'ai rien vu, mais je suis en nature. C'est très bien, mais essayez de prendre le temps d'observer qu'est-ce qu'il y a, les textures, les odeurs, les couleurs, les sons, mais surtout essayez de vous observer vous-même. Qu'est-ce que ça me produit si je vois un animal que je n'ai jamais vu ou un animal que je suis habituée à voir, mais finalement, je ne l'ai pas observé. Je le vois tous les jours, mais je ne l'observe pas. Qu'est-ce que ça me produit comme sensation, comme émotion? Si ça me provoque une émotion dérangeante, négative, posez-vous la question, est-ce que c'est justifié? Est-ce que je peux améliorer cette émotion avec cet animal? Et vous allez voir que ça va vraiment créer d'autres rapports avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup apaisant et vous allez voir que ça va apporter des impacts avec vos relations futures, avec l'environnement, avec la nature, avec les autres. On est bien du temps? Oui. Dernière partie, donc la partie sensible et émotionnelle. Alors, vous avez vu depuis le départ, je vous parle la mort, l'angoisse, le contrôle, la maîtrise, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tous ces rapports sensibles? Vous avez vu, on est des êtres qui sont un peu, on va dire, contrôlés par des émotions. Malheureusement, des fois, si on ne se rend pas compte, on ne contrôle pas. Et c'est là où il faut vraiment prendre soin de qu'est-ce qu'on ressent. Et donc, on se trouve avec un éventail d'émotions, colère, tristesse, angoisse, sérénité, satisfaction. Donc, déjà, vous-même, vous pouvez à certains moments identifier comment vous vous sentez à un moment donné. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Et est-ce que ça change? Il y a quelque chose qui se transforme quand vous vous baladez, quand vous faites de la peinture, quelque chose que vous aimez faire, etc. Et donc, pourquoi tout ça? Mais pour justement ne pas se trouver dans ce type de situation où, bon, c'est un peu le sujet des conférences et du forum. C'est des fois, on est dans la panique totale parce que des fois, on répète des émotions de façon inconsciente. On est dans l'absorption des angoisses des autres. Donc, on devient trop hypersensible, trop perméable à tout ce qui se passe parce qu'on ne se concentre pas sur ce que nous, on ressent. Donc, on prend, tous mes amis sont angoissés, moi aussi je suis angoissée, tout le monde est anxieux aujourd'hui, ben, moi aussi je suis anxieux, mais on ne se pose même pas la question si c'est vrai ou pas. Donc voilà, prendre le temps, je pense que c'est très important. Et donc pour finir, il y a quelque chose qui est important aussi à intégrer dans votre quotidien, avec vos enfants, avec vous-même, vos élèves, etc., c'est essayer de rentrer dans votre routine individuelle des petits moments, un peu des petits moments ritualisés dans le sens où il y a un temps et un espace où vous dites, je vais prendre 10 minutes pour observer ma plante aujourd'hui.
tous les jours, je vois, elle pousse, elle a un poil, elle a un pétale, là, il y a une fourmi qui est dedans. Des choses simples. Ah, je vais aller me promener dans mon jardin. Ben, qu'est-ce que j'observe? Ah, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Ah, mais la feuille, elle est brûlée. Ça me fait un truc. Ouais, je m'en fous. Et vous allez voir qu'après, peut-être, vous êtes un peu plus sensible. Voilà. Ou développer simplement des activités qui vous permettent de prendre 10 minutes, 20 minutes dans la journée pour intégrer des choses qui vous font plaisir et qui vous permettent de favoriser un autre rapport à la nature, à votre environnement. Alors, pourquoi? Vous vous avez rendu compte, quand on parle d'émotions, ce que je vous disais avec les enfants qui ont pu parler, les adultes qui ont compris qu'on peut simplement laisser l'araignée passer sans la tuer, c'est que quand on apaise nos relations avec nous-mêmes, avec nos émotions, quand on apaise nos relations avec la nature, finalement, on va apaiser nos relations avec le monde qui nous entoure. On va se sentir plus apaisé et justement, on va être plus apaisé avec la violence qui nous environne. Voilà. Et donc, pour finir, je vous montre un petit peu. C'est un outil, ça s'appelle la balade sensorielle. Il y a un autre outil, c'est la cartographie expérimentale. Donc, on se promène dans une zone naturelle. On va essayer de prendre conscience des odeurs, des bruits, des textures. On va jouer avec les yeux fermés, les yeux ouverts. On met des gants pour ne pas sentir, etc. Il y a plein d'options. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de prendre un peu de temps pour identifier quel moment nous a marqué et pourquoi. Et on peut aller très loin dans l'outil, mais c'est un outil qui marche très bien, que j'ai développé en Suisse, ici au Jardin des Plantes. Je vais le faire bientôt en Guyane et au Québec. Donc, c'est des outils qui vraiment permettent de prendre le temps d'observer et de s'observer. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mara. Alors, on va se donner un temps d'échange avec Mara. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques par rapport à ce qu'elle a pu nous dire? Oui, on va vous apporter un micro. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. J'avais un questionnement, c'est que j'ai déjà pu observer, que ce soit dans ma famille ou parfois même à l'extérieur, que ce n'est pas juste parfois un adulte qui aurait peur de quelque chose et qui se transmet à l'enfant. J'ai l'impression parfois qu'il y a quelque chose qui est culturellement beaucoup plus intégré et qu'il y a quelque chose qui se joue autour de tout ce qui grouille, de tout ce qui est nombreux, que ce soit au niveau des insectes ou des rongeurs. Et du coup, dans ma réflexion, c'est qu'en général, tout sert à quelque chose chez les êtres humains. D'où est-ce que ça viendrait? Est-ce qu'il y aurait quelque chose un peu de l'ordre de la survie à un moment donné qu'on aurait intégré, qui est plus forcément actuel, en tout cas qui nous sert plus forcément à l'heure actuelle, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Typiquement, j'ai pas du tout peur des rongeurs, etc. Je suis très à l'aise et j'aime même beaucoup ça. Et par exemple, j'ai une de mes filles qui va tout de suite avoir des mouvements de recul, etc. Alors que c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout vu au sein de la famille. Alors, j'ai une hésitation. Merci. Mais merci beaucoup, c'est tout à fait ça. C'est là où on parle d'une représentation sociale ou d'une construction sociale. Donc c'est là où on va, conscient ou inconsciemment, adhérer à des choses qui sont répétées de génération à génération. Peut-être vous n'êtes pas comme ça, mais peut-être une fois, elle a vu votre grand-mère, votre père, votre cousin, cousine faire un geste, et même pas la famille, peut-être un voisin qui passait à ce moment-là, qui a crié, etc. Mais c'est aussi, c'est que, comme vous dites, et c'est vraiment ça, c'est très ancré socioculturellement, cette peur de... On revient, l'inconnu, ce qui est moche, ce qui est bizarre. Quand on n'est pas habitué à voir des vers de terre qui grouillent ou des souris, mais c'est bizarre, ça ne fait pas partie de notre quotidien, de notre nature, on va dire. Quand on va dans d'autres villages, d'autres peuples, d'autres pays, mais c'est tout à fait normal de marcher entre les rats, ce n'est pas grave, c'est normal. Donc la notion de normalité, où ça se place et où nous on la place. Et c'est là où je pense que c'est important, c'est que quand on sait que c'est une construction socioculturelle, une construction, on peut la déconstruire et la reconstruire. Et c'est là où je pense que c'est l'importance de toute cette partie éducative. On sait qu'il y a des choses socioculturellement ancrées,
on sait qu'on peut les transformer en prenant du temps, en se posant des questions, en aller, par exemple, si votre fille a peur, mais regardez des documentaires, un film, prenez le temps de peut-être aller voir, quand on voit, de dire, mais voilà, vous la dessinez. Vous voyez, essayer de trouver des moyens alternatifs de montrer que le rat, c'est un petit rat. Voilà, il ne va pas vous sauter dessus quand vous traversez, sauf si elle se sent en danger, mais 99% du temps, elle va partir en courant. Donc, vraiment, reconstruire tous ces clichés qu'on nous a fait intégrer. Les films, la pandémie, c'est le meilleur constat. Quand on demandait aux enfants quel est l'animal que tu détestes le plus, c'était quoi? La chauve-souris. Parce que la Covid, elle est partie d'une chauve-souris. Ou d'un pangolin. Ça dépend. Voilà. On a plusieurs sources. Voilà. Et on dit, mais est-ce que tu aimes Batman? Ah, j'adore Batman, mais bon, c'est quand même une chauve-souris, donc non. OK. Donc, vous voyez en effet que nourrir des représentations avec la télé, avec des informations, ça crée une culture du panique. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions par rapport à ce qu'a évoqué Mara? Alors, en fait, Mara, les sujets que vous avez évoqués sont dans un rapport individuel à la nature, même si derrière, ça a un impact sur le collectif. Mais vous l'avez abordé un peu d'un point de vue plutôt micro. Si on l'aborde d'un point de vue un peu plus macro, est-ce que notre apaisement avec la nature peut nous permettre de lutter aujourd'hui contre ce que l'on appelle certes l'éco-anxiété, mais tout ce qui tourne autour du dérèglement climatique, etc. Est-ce qu'il y a un embryon de démarrage dans notre... Parce que finalement, quand vous dites tout à l'heure, quand on tue un animal, on est dans une logique de destruction. Donc, changeant notre regard par rapport à l'animal pour ne pas le tuer, donc pour ne pas rentrer dans une logique de destruction, est-ce que ça veut dire que ça, on peut le transposer au niveau beaucoup plus global et beaucoup plus planétaire? Alors, tout à fait. Je vais simplement dire, bon, j'ai essayé de vous parler un petit peu de nature intime, individuelle, subjective. Monsieur Lachance va vous parler un petit peu de tout ça, mais c'est vrai que justement, on peut le transposer à une échelle plus importante. Quand on commence à comprendre qu'il faut sauver la planète, pas parce qu'on va mourir, mais parce que c'est une planète vivante avec des êtres vivants, ça change totalement le rapport au monde. Vous voyez, donc le changement climatique, ça va prendre une autre représentation, peut-être moins grave, moins dramatique. Donc c'est vrai que justement, il y a beaucoup de discours d'angoisse, mais si on change de petite échelle à moyenne échelle à grande échelle, je suis convaincue que justement cet apaisement des rapports au monde va permettre justement de changer. La transition socio-écologique, c'est ça. C'est si la population comprend qu'on ne doit pas utiliser toutes les ressources de la planète jusqu'à la fin, comment on peut faire ça? Parce qu'on va prendre conscience de ces vivants-là. Quand on prend conscience de ces vivants, ça vient avec, on va respecter plus, on va gérer autrement. Et donc ça, c'est la logique normale d'une transformation des rapports. Donc ça peut être nous, mais ça sera sûrement les générations futures si on arrive à les céder, à transformer ces rapports utilitaristes, des peurs, des représentations négatives. Ça va apporter un changement dans le global, dans justement utiliser autrement la planète, et produire moins de déchets, être plus apaisé avec nos voisins non humains et humains. Voilà, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Du coup, j'ai aussi une question. Depuis le départ, on utilise le terme d'éco-anxiété. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ce terme ? Parce que l'anxiété en elle-même, ce n'est pas exactement à quoi ça correspond à l'heure actuelle. Ce serait l'idée de mentaliser quelque chose qui peut-être pourrait se produire, sauf que là, il y a des choses qu'on a constatées que c'est en train de se produire. Alors, je pense qu'on va laisser Monsieur Lachance et on va revenir à cette question parce qu'il va pouvoir poser un peu le contexte. Oui, bon, on va y revenir, mais... Bon, l'anxiété, la définition, c'est une émotion engendrée par une anticipation face à un danger diffus qu'on ne peut pas prévoir ni contrôler. Hein, ça, c'est la définition de l'anxiété. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que ce que vous dites sur le changement climatique, effectivement, c'est avéré scientifiquement, mais l'étendue des dégâts ou l'étendue ou l'impact réel ou l'arrivée de l'importance des différents... C'est ça qui est diffus, en fait. Donc, c'est ça qui...
Je veux dire, si vous parlez avec différents jeunes sur qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot effondrement, vous n'avez pas exactement les mêmes discours. Donc, c'est dans ce sens-là que le mot éco-anxiété va être utilisé. Mais effectivement, on y reviendra, mais moi, je me pose aussi la question de l'intérêt d'utiliser ce terme parce que ça psychologise encore une prise de conscience qui pourrait être politique. Donc là, on pourra en discuter, mais effectivement, c'est une question... c'est une question qu'on se pose encore, hein, donc on verra ensemble. Alors, effectivement, on va, avec Jocelyn Lachance, parler d'engagement des jeunes, mais juste une dernière peut-être question à Mara, et s'il y en a une dans le public, bien évidemment, surtout, vous n'hésitez pas. Vous avez beaucoup parlé donc, du travail dans les écoles. Il y a des expérimentations, je crois, dans certaines classes, où il y a des éco-délégués, donc des jeunes qui s'engagent justement en faveur, et ce qui fera le lien avec l'intervention de Jocelyn. Est-ce qu'on peut parler de ces expérimentations ? Alors, oui, donc justement, dans le cadre du projet européen ReGreen, j'ai travaillé beaucoup avec des éco-délégués, j'ai fait beaucoup d'entretiens, je ne l'ai pas spécifié au début, mais ma méthodologie, c'était beaucoup d'entretiens qualitatifs, donc on prend 1h30 pour parler avec les adultes, les jeunes, les enfants sur leur rapport à la nature, sur les peurs, les angoisses, est-ce qu'ils s'aiment, ils ne s'aiment pas. Et avec les éco-délégués, il y avait aussi ce questionnement de dire, ben, voilà, c'est quoi être un éco-délégué? Qu'est-ce que tu fais? Ça te plaît exactement? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, on ne va pas nier quelque chose, c'est que un peu ce label, ce statut éco-délégué, c'est très récent. C'est un peu la conséquence des marches pour le climat. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont voulu trouver un moyen de manifester leur mécontentement par rapport à la politique. Voilà, ils sont sortis dans la rue avec Greta Thunberg aussi, qui a favorisé ce mouvement de révolte, justement d'exprimer un mécontentement. Donc, astuce politique aussi, c'était de dire, OK, on ne va pas tout le temps gérer les enfants qui font grève, donc on va plutôt leur donner un espace à l'intérieur de l'institution pour qu'ils puissent revendiquer, râler, proposer des choses. C'est très joli dans la théorie, mais dans les faits, c'est très compliqué à mettre en place dans les établissements. En tout cas, j'ai pu observer au moins 20 établissements, des maternelles à lycée. C'est plutôt à partir du collège. Très compliqué à mettre en place parce que déjà l'institution, elle est déjà très remplie. Il n'y a pas de créneaux pour que les gens puissent se retrouver pour parler. Mais quelque chose qui est très important, et ça va revenir sur cette vision, on est tous écolos, c'est génial, et c'est super positif, c'est qu'on s'est rendu compte avec les entretiens avec les jeunes, c'est qu'il y a une vision qui n'est pas super positive de l'écologie. On se dirait, mais c'est un peu contradictoire au fait qu'on leur dit, vas-y, engage-toi, sauve la planète, il faut faire quelque chose. On leur donne un espace, un label, mais dans les faits, quand on parle avec eux, ils disent, mais en fait, le problème, c'est que j'ai honte de revendiquer que je suis écolo. Parce que les autres, ils disent, ah ouais, le petit hippie, le gaucho, écolo. Et donc, ils ont peur d'être humiliés, d'avoir honte, d'être jugés. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est dans un système où on demande aux enfants, aux jeunes, d'aller de l'avant, de s'engager, de faire changer le monde. Mais dans la réalité, entre les jeunes eux-mêmes, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... C'est quand même honteux pour certains de revendiquer leur écologie, leur amour pour la nature. Donc, pour répondre à la question clairement, il y a des établissements où il y a des actions expérimentales qui réussissent, mais c'est très minimal. Voilà. Il faut donner plus de place et il faut valoriser cette vision peut-être de l'éco-engagé. Ce n'est pas qu'aller ramasser des déchets, c'est plus que ça. Ça va plus loin. Faire changer le monde, s'engager pour faire changer le monde, c'est ce que vous disiez. C'est une formidable transition puisque c'est le sujet que l'on va évoquer avec Jocelyn Lachance maintenant sur justement ces jeunes qui cherchent à s'engager et qui parfois sont en difficulté par rapport notamment au jugement des adultes. Bon, bonjour à tout le monde. Donc oui, ça va faire une transition parce que vous avez vu qu'effectivement, Mara Sierra a travaillé sur la nature intime, hein, c'est-à-dire la nature du quotidien, la nature que l'on côtoie, ces animaux que vous rencontrez, ces insectes qui vous font peur, etc. Donc, c'est la nature du quotidien, de l'intime. Et effectivement, quand on pose la question à des jeunes,
des jeunes de 15 à 24 ans dans le cadre des enquêtes qu'on mène et qu'on a des débats avec eux sur qu'est-ce que la nature. Ben, si je résume un peu ce qu'ils nous disent, ben, d'une part, ils nous parlent de cette nature intime. Donc, ils nous parlent des effets de proximité qu'ils ont avec des éléments naturels, qu'on pourrait dire, par exemple, des animaux, des insectes, etc., des plantes, des arbres. Mais on a aussi un autre discours. C'est la nature qu'on va appeler un peu plus globale ou théorique. La biodiversité, le réchauffement climatique. Ce sont des systèmes, c'est beaucoup plus théorique. Et en fait, on s'est rendu compte de ça parce que quand on regardait un peu ce qu'ils nous disaient, on relisait les entretiens, on se disait, oui, ils nous parlent souvent de nature, mais est-ce qu'ils nous parlent toujours de la même chose? Et en fait, on se rendait compte qu'ils ne parlaient pas toujours de la même chose. Et même nous, pensez-y, quand vous parlez de la nature, vous allez passer probablement d'un registre à l'autre. Parfois, vous allez être dans la nature intime et des fois, vous allez être dans ce qu'on a appelé la nature globale, qui est quelque chose de beaucoup plus théorique et de beaucoup plus, j'ai envie de dire, intellectuel quelque part. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment voir, embrasser du regard. Vous pouvez parler du réchauffement climatique et dire ceci est l'indice de, mais vous ne pouvez pas voir le réchauffement climatique dans son ensemble. Vous ne pouvez pas voir la nature globale dans son ensemble. C'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, le lien, les systèmes. Voyez. Et là, on entre, vous avez vu, dans des choses un peu plus complexes, parce qu'évidemment, ce sont les scientifiques qui vont venir nous aider à comprendre ce fonctionnement global. Et moi, je vais vous parler un peu plus de ça, entre guillemets, parce que les jeunes qu'on rencontre sont surtout inquiets, du moins dans leur discours, par rapport à la nature globale. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas... La majorité, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ils ne disent pas qu'ils ont peur pour l'arbre nécessairement qui est dans leur cour. Ils n'ont pas nécessairement peur pour la montagne où ils vont se promener avec leurs parents ou leurs amis, mais ils ont peur pour le réchauffement climatique ou l'avenir de la planète de façon générale ou la santé de la planète de façon générale. Donc là, on est sur deux registres, vous avez vu, de peur ou de production de l'angoisse qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce rapport qui était bien décrit par Mara, et d'un autre côté, vous avez cette peur théorique. C'est-à-dire cette peur théorique, quand je dis théorique, ce n'est pas parce que je dis qu'elle n'est pas réaliste, mais théorique au sens où c'est une construction abstraite, intellectuelle, scientifique. Et c'est de ça qu'on va parler, surtout, de qu'est-ce qui se passe, comment les jeunes qui s'engagent vont réagir par rapport à ça. Et nous, évidemment, on travaille à partir d'entretiens. Et donc, vous avez mentionné tout à l'heure Écotique, Écocov, Écostress. Donc, je pense que le prochain sera Écofurie ou Écorévolution. Bon, je ne sais pas trop, mais on est parti sur une série d'échos. Et donc, Écotique, c'était quoi à la base? Parce que ça ouvre des perspectives si aussi vous avez des questions. Premier projet, c'était qu'est-ce que les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, font à l'engagement des jeunes. Donc, c'était la première chose qu'on a faite dans un projet assez d'envergure avec enquête qualitative, une centaine d'entretiens semi-directifs. Et là, déjà, est apparu quelque chose qui nous avait un peu étonnés. C'est qu'on s'est rendu compte assez vite que afficher son engagement écologique sur Internet, ça n'allait pas de soi. Alors, moi, je partais avec l'idée, c'est un formidable outil. Et donc, probablement, si vous considérez que vous avez des convictions en faveur de la défense de l'environnement, vous allez les afficher. Et là, tout d'un coup, on se rendait compte, dans les entretiens, que c'était un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une crainte. Il y avait déjà des peurs par rapport, finalement, à l'image de soi. Parce qu'en gros, ce qu'on nous disait, c'est que il ne s'agit pas simplement de dire « je suis engagé en faveur de l'écologie sur un réseau social ». C'est qu'après, il faut assumer. Après, quand on se retrouve face à nos amis lycéens dans la cour d'école, il faut continuer à argumenter. Et ça, c'est une chose qu'on pense rarement, mais vous savez, par rapport au numérique, on l'oublie un peu, c'est que la norme chez les jeunes, c'est la cohérence. C'est-à-dire la cohérence entre ce qu'ils affichent sur tel réseau social, sur un autre, ce qu'ils vivent dans leur famille, ce qu'ils vivent avec leurs amis. Et la norme, c'est d'essayer d'être cohérent entre tout ça, entre les différentes images qu'on renvoie. Souvent, vous savez, on a le lieu commun. Bon, Internet, c'est clivé. Ce qui se passe, c'est autre chose. Mais en fait, la réalité empirique, elle est vraiment différente. C'est qu'il faut broder de la cohérence. Et donc, à partir de cette enquête, on s'est rendu compte, c'était une première découverte, parce que nous,
ne s'attendait pas à ça. On se disait, les enquêtes montrent que c'est un formidable outil d'affichage de l'engagement. Donc, on s'est dit, ben, super, ils montrent leur engagement. Finalement, on s'est vu qu'il y avait des réticences. C'est-à-dire certains qui se cachaient derrière des comptes communs pour ne pas afficher leur identité personnelle, pour dire qu'ils étaient engagés. Et c'était un des premiers pas à notre réflexion sur, ben, finalement, je vais le dire de cette manière, l'engagement porte son lot de difficultés, porte son lot de peur et parfois même d'angoisse, comme on le verra. C'est-à-dire que quand on résiste à l'éco-anxiété par l'engagement, ben, c'est-à-dire qu'on produit finalement d'autres formes de difficultés. Je vais vous sensibiliser à ça un peu aujourd'hui. EcoCov, donc vous voyez la suite, le COVID est arrivé, on a répondu à un appel. Qu'est-ce que la crise sanitaire fait à l'engagement écologique des jeunes? Est-ce que finalement, cette crise sanitaire amoindrit, renforce, etc. On s'est rendu compte qu'évidemment, ça polarisait surtout, c'est-à-dire que certains, ça les décourageait, d'autres, ça les renforçait, et d'autres ont changé de registre d'engagement. Et donc, on est arrivé à EcoStress qu'on est en train de débuter, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que tout ça fait, ben, on pourrait dire, à la santé mentale des jeunes ou finalement à leur situation d'une façon un peu plus générale, et c'est de ça qu'on va discuter un peu aujourd'hui. Et je vais vous sensibiliser à ça, c'est que le point de départ, évidemment, et c'est ça quand on parle d'éco-anxiété, tout à l'heure, vous avez posé une question tout à fait légitime, c'est qu'un des problèmes que les chercheurs rencontrent, c'est que, ben, quelque part, éco-anxiété, par définition, c'est profondément négatif, parce que c'est quand même une anxiété, donc ça veut dire que ça serait même une pathologie, quelque part. Donc, on pourrait le guérir médicalement, quelque part, c'est une anxiété. Et en même temps, on se rend compte que ce qu'on peut appeler une forme de prise de conscience de l'importance des enjeux environnementaux, c'est presque un peu la même définition que l'éco-anxiété. La seule différence, c'est qu'il y a une crainte. Mais là, la question qu'on peut avoir ensemble, c'est est-ce qu'on peut avoir une prise de conscience sans avoir un minimum de crainte? Est-ce qu'on peut rester froid devant l'idée, finalement, qu'il peut arriver, il va arriver des choses importantes du point de vue de la dégradation de la biodiversité, du réchauffement climatique, et rester tout à fait serein et en même temps d'avoir une prise de conscience complètement froide. Donc, on voit tout de suite une espèce de contradiction qui existe. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, ce qu'on voit surtout, c'est que l'éco-anxiété est beaucoup parlée, du moins on va la nommer comme ça aujourd'hui, par des jeunes qui s'engagent, mais qu'au fond, vous verrez qu'on assiste à un déplacement des difficultés ou même de la souffrance psychique. Autrement dit, on répond à une angoisse collective et vous verrez qu'il y a des déplacements vers d'autres difficultés et c'est à ça que je vais essayer de vous sensibiliser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en résistant à l'éco-anxiété par l'action, ces jeunes se mettent dans des situations qui parfois sont problématiques. C'est-à-dire que certains vont trouver les ressources pour bien s'en sortir, mais d'autres un peu moins, et on pourra en discuter ensemble. Alors, si j'essaie de faire, et là je m'appuie en tout, on a réalisé 143 entretiens. Bon, je n'étais pas seul, évidemment, vous imaginez bien. 143 entretiens auprès de jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Et donc, on a essayé de faire une espèce, on s'est dit, mais à partir de quand commence l'engagement? Quelle est l'origine de l'engagement? Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage? À partir de quel moment on peut dire là, c'est de l'engagement? Alors, il y a deux types, et vous verrez parce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. Le premier type, c'est ceux qui ont été, j'ai envie de dire, socialisés aux éco-gestes. C'est ceux qui ont grandi dans des familles déjà sensibles à ces éco-gestes, pour qui, par exemple, le tri est tout à fait normal, qui vont faire attention à leur consommation à la manière de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont eu des modèles déjà de parents qui étaient déjà très, très sensibles à tout ça. Et évidemment, eux, quand on leur demande es-tu engagé dans ton quotidien? Ça dépend de quoi tu me parles, parce que si tu me parles du tri que je fais à la maison, forcément, ce n'est pas de l'engagement. C'est normal. C'est-à-dire que la norme pour eux, c'est déjà intégré qu'il y a des comportements qu'on pourrait qualifier d'éco-responsables. Donc, ça ne peut pas être de l'engagement. Alors, où commence l'engagement pour eux? Ça commence à partir du moment où ils prennent un risque. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où ils prennent leurs modèles et leurs valeurs et qu'ils tentent de les exprimer à l'extérieur
j'ai envie de dire, du confort de la famille. Hein, c'est l'exemple d'un jeune qui dit, un jour, je me suis dit, on ne fait pas de tri au lycée quand même, c'est un peu bizarre. Et là, qui a décidé avec 2 autres amis, se dire, allez, on va aller voir le proviseur, on va faire une démarche pour qu'on impose le tri des déchets au lycée, de manière à ce que ça soit... voilà. Et là, il y a toute une prise de risque. Une prise de risque, pourquoi? Parce que, et c'est ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où ils se définissent comme personnes engagées, il y a une prise de risque dans le sens où ils ne sont jamais certains qu'on valide leurs initiatives. C'est-à-dire qu'on leur dit « engage-toi ». Donc, leur vision de l'engagement, c'est de porter leurs valeurs à l'extérieur du confort des endroits où finalement c'est admis. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils commencent à se mettre en danger symboliquement de cette manière? Eh bien, ils font face à des invalidations, mais de façon répétée. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat gagné d'avance. C'est-à-dire qu'ils nous renvoient finalement une injonction paradoxale. Hein, d'un côté, on leur dit socialement, ben, engagez-vous pour l'avenir de la planète, c'est quand même votre planète, c'est quand même votre avenir. Et en plus, on a des dispositifs qui font qu'on les encourage à s'engager. Les éco-délégués, mais plein d'autres, hein, les missions jeunes, etc. Des dispositifs qui les encouragent à s'engager. Et donc, ils prennent leur initiative, ils décident de s'engager. Et là, tout d'un coup, ils ont des retours d'adultes, enseignants ou autres, qui vont, quelque part, les décourager pour des raisons utilitaires, pragmatiques. Hein. Mara donnait l'exemple des éco-délégués. On a des étudiants qui ont travaillé sur ces questions. Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Bien, ils nous montrent qu'en permanence, le statut d'élève n'est pas conciliable avec le statut d'éco-délégué. C'est-à-dire, vous êtes un éco-délégué, bien, il faudrait quand même que l'école soit représentée à la manifestation du vendredi après-midi. Ah! Ça vient entrer en tension avec le statut d'élève, parce qu'il faut être en cours le vendredi après-midi. Et c'est le genre de situation qui nous révèle. C'est-à-dire, vous voyez, pour s'engager, il faut se mettre en danger, il faut une validation d'un adulte, mais elle n'est pas certaine. Alors, premier problème qui se pose pour ces jeunes. Alors, ça, c'est ceux qui ont été socialisés, j'ai envie de dire, aux éco-gestes. Mais il y a une autre catégorie, si je peux m'expliquer ainsi, qui ont été sensibles à la cause écologique pour d'autres raisons. C'est ceux qui nous parlent justement de la prise de conscience. Un peu comme si c'était un moment révélateur, un moment fort où tout d'un coup, ils ont compris que c'était important. Évidemment, ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par des amis, mais ça passe quand même très souvent dans les entretiens par une information véhiculée par les réseaux sociaux. Une vidéo, une image, une nouvelle qui circule et qui tout d'un coup est parlée dans les récits des jeunes comme étant ce moment à fort impact psychologique. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que, vous voyez, c'est des événements forts qui sont décrits par les jeunes, qui ne sont pas sans rappeler des moments où des jeunes vont être confrontés à des images un peu difficiles à appréhender, hein, des images à émotions fortes. Et on sent dans les discours que cette prise de conscience crée finalement, est très liée à une forme d'angoisse qu'il va falloir réparer par l'action. Alors, repérer par l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire nécessairement pour ces jeunes d'aller tout de suite dans l'action, parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement de ressources autour d'eux. Ils n'ont pas nécessairement de personnes pour les accompagner. Et souvent, leur engagement à eux commence à un autre niveau, commence par l'information. C'est-à-dire qu'ils s'informent de plus en plus pour pouvoir être à jour, pour pouvoir, j'ai envie de dire, colmater la brèche de leur ignorance, c'est-à-dire qu'ils décrivent comme ça. Et donc, leur engagement commence avec cette idée d'information. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on commence à s'informer, en particulier seul? Bien, on est confronté à de plus en plus d'informations qui nous montrent la gravité de la situation, qui nous la prouvent scientifiquement, et donc qui renforcent quelque part le sentiment que la situation est grave. Alors, on a ces deux types de personnes, vous voyez, qui sont confrontées à des risques, à des situations qui peuvent être éventuellement anxiogènes. Mais par contre, quand on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont en commun, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est quand ils entrent dans le processus d'engagement et qu'est-ce que ça crée chez eux. Alors,
il y a quand même à un moment donné un point commun, c'est qu'à un moment donné, les deux types de jeunes, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, vont développer un discours qui montre qu'ils ont ce que j'appellerais une honte d'appartenance. Ils ont une honte d'appartenance. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, une honte d'appartenance? Ils ont honte d'appartenir à une société capitaliste, parfois postcolonialiste, une société utilitariste, comme ça a été dit un petit peu, qui détruit la planète. Donc là, ils peuvent dire, voilà, c'est parce que je suis un occidental, ou parce que je suis un Européen, ou un Canadien, un Français, peu importe. Mais ils s'associent finalement à un groupe qu'ils considèrent comme fondamentalement responsable de l'état de la planète, et qu'ils vont développer, juste par le fait de leur inaction, ils vont se considérer comme des complices. Et donc, ils ont cette forte honte d'appartenance qui est le point de départ. Et donc, leur objectif, ça va être finalement de mettre à distance cette honte, de s'en débarrasser. Alors, comment on s'en débarrasse? Ben, c'est en agissant autrement, en miroir, autrement que ces sociétés, que leurs normes, et donc avec un discours, évidemment, qui va être souvent très anticapitaliste, en tout cas du moins anti-néolibéraliste, ça c'est certain, avec une forte critique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une entrée dans un processus d'engagement, donc il y a une forme d'affirmation. C'est-à-dire, les jeunes vont commencer à s'affirmer à travers des actions, certains vont rentrer dans des groupes, des mouvements, ils vont s'associer à d'autres personnes. Et là, va se poser un problème parce que les formes de l'engagement ne sont pas pleinement déterminées. C'est-à-dire que certains vont essayer d'innover, ils vont essayer de prendre des initiatives un peu nouvelles, ils vont essayer de créer des formes. Et en sociologie, on dit ceci, on dit que l'engagement, et j'aime bien cette définition, on dit que l'engagement est une forme d'expérimentation, une forme d'expérimentation créative dont l'objectif est de mettre en valeur et de mettre en place les valeurs d'un autre monde. Une expérimentation créative pour mettre en place les valeurs d'un autre monde. Je trouve cette définition très intéressante parce qu'elle rappelle qu'on doit créer des formes, que ce n'est pas nécessairement en allant à une manifestation qu'on est engagé, qu'il faut peut-être créer d'autres façons de faire. Mais dans cette idée d'expérimentation, bien, vous l'avez compris, il y a encore ce que j'ai mentionné juste avant, c'est qu'il n'y a jamais l'assurance que ce qu'on fera sera validé. C'est-à-dire qu'on essaie quelque chose, on tente quelque chose, on veut imposer quelque part des valeurs d'un autre monde, mais on se heurte très souvent à des invalidations. Des invalidations. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et je vais aller encore un peu plus loin de ce qui a été dit, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'ils se débarrassent de la honte d'appartenance, ils vont vivre des moments qui vont être plus ou moins longs, mais tout le monde nous en parle à un moment donné. C'est simplement la honte d'avoir eu l'étiquette de l'écolo. Il y a un moment où ils nous racontent qu'ils ont été honteux d'être écolos parce qu'on leur a renvoyé une image négative de l'engagement. Et je peux vous dire que moi, j'étais un peu surpris parce que parfois, on se dit, mais sûrement la norme maintenant d'afficher son engagement écologique, ça doit être tout à fait normal. Et c'est assez intéressant de voir comment même entre nous, adultes, souvent on se le cache. Je me souviens, une fois, j'ai intervenu, j'avais à peu près le même propos, c'était au Québec, et puis tout le monde me dit « Ouais, mais ton terrain, tu le fais en France. » Et je dis « Oui, bon, c'est probablement en France, parce qu'ici, tous les jeunes, ils sont engagés en écologie. » Et là, je me heurtais à une espèce de mur de chercheurs. Et tout d'un coup, il y a une des chercheuses qui a enlevé sa casquette de chercheuse, symboliquement, forcément, et elle a dit, « Écoutez, je pense que M. Lachance a quand même raison, parce que moi, j'ai une fille qui a 14 ans, et je peux vous dire que quand elle rentre du lycée et qu'elle me parle des initiatives qu'elle prend, ça ne fait pas toujours l'unanimité. Et elle s'est fait traiter de l'écolo, de ce que tu disais tout à l'heure, de la gauche chaude de service ou de celle... Et elle a essuyé des moqueries.
Et donc, on a fait une enquête quantitative et on s'est rendu compte que près de 50% des 15-24 ans nous disent avoir reçu des moqueries, essuyé des moqueries, du fait d'afficher leur engagement écologique. On a posé aussi la question des insultes. Les pourcentages sont aussi importants. Pardon? Là, c'est en France. Oui, mon terrain est en France. Oui. En France. Et moi, je testais, vous voyez, je testais mes hypothèses avec le terrain français au Québec. Et ils voulaient me faire croire que finalement, ça ne fonctionnait pas au Québec. Mais tout de suite, on a compris qu'il y avait une résistance des adultes à se dire, oui, mais ce n'est pas partout et tout le temps que la norme est d'être engagé en faveur de l'écologie. Et ça s'explique assez facilement. C'est que, comme vous le savez, de plus en plus, mais ça nous concerne aussi, mais les jeunes en particulier, c'est qu'ils vont avoir des groupes de plus en plus distincts de socialisation. Ils peuvent avoir l'école, les vieux amis, le sport, tel groupe de loisirs, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans certains groupes, leur initiative va être validée. Mais dans d'autres groupes où ils vont aller, ça va être complètement le contraire. Et moi, j'aime bien donner cette image quand, pour nous, un peu plus âgés, c'est comme un peu, vous savez, le groupe des vieux potes, ceux qu'on retrouve. Ouais, on a une vie, on avance, on est avec des gens qui, des fois, nous ressemblent un peu plus socio-économiquement, etc. Et là, vous retournez avec vos vieux potes et tout d'un coup, des idées qui vous semblaient tout à fait admises, tout à fait, entre guillemets, normales, tout d'un coup, vous dites, ah, finalement, c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Et c'est un peu ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'en passant d'un groupe à l'autre, ils vont effectivement, des fois, être validés dans leurs expérimentations, mais parfois, ils vont aussi être invalidés de façon assez violente. Et les réseaux sociaux sont un bon exemple, puisqu'il y a des épisodes parfois d'insultes ou d'attaques massives sur des gens qui ont des opinions. Et d'ailleurs, repensez-y, Greta Thunberg elle-même, elle est régulièrement victime d'attaques massives. Hein. Il faut aller lire parfois ce que des gens peuvent leur écrire en ligne. Alors, vous voyez, ils se débarrassent de la honte d'appartenance, mais ils se mettent en danger symboliquement à un autre niveau. Bon. Est-ce que c'est négatif ou non? Peut-être pas, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tous les jeunes qui s'engagent dans ce processus ont ce qu'on appelle en sociologie un niveau suffisamment de sécurité ontologique, c'est-à-dire de confiance à sa propre identité? En sociologie, quand on dit la sécurité ontologique, c'est la confiance à sa propre identité. Et si je vous demande, est-ce que avez-vous une forte sécurité ontologique, bien, vous allez probablement me dire, bien, souvent, parce que je suis un adulte, mais des fois moins, parce que la vie, elle n'est pas complètement un fleuve tranquille. Et donc, il y a des moments d'insécurité ontologique. Chez les ados, forcément, c'est souvent un peu plus important. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des jeunes qui s'engagent, qui ont les ressources pour affronter ça, qui vont dire, oui, moi, c'est bon, qu'on se moque de moi, c'est très bien, c'est mon étiquette, je l'assume pleinement, c'est très bien. Mais vous avez d'autres jeunes qui vont le vivre plus ou moins bien. Et on se demande si vraiment ils expriment ce malaise ou s'ils arrivent à l'exprimer en permanence. Et certains peut-être se replient sur des gestes du quotidien et n'osent pas aller vers des groupes, des affichages plus évidents de leur engagement, du fait de la peur, tout simplement de l'image de soi. Parce que là, on revient à des questions tout à fait adolescentes, j'ai envie de dire, qu'on voit lorsqu'on étudie d'autres phénomènes. Donc, vous voyez, ils se débarrassent de la honte d'appartenance et ils vivent des épisodes où ils nous décrivent la honte d'avoir été étiquetés écolo et d'avoir fait affaire avec le regard de l'autre. Mais ces épisodes, quand on rencontre ceux qui ont 20 ans, 21, 22 ans et qui sont restés des personnes engagées et qui ont avancé, bien, ils ont réussi forcément à s'en débarrasser. Et d'ailleurs, on se pose la question de quelle manière. Parce que parfois, on a l'impression qu'ils s'en sont débarrassés parce qu'ils ont mis de côté toutes les fréquentations qui invalidaient leurs valeurs. Hein, c'est-à-dire que, pour reprendre mon image des vieux potes, si les vieux potes invalident vos valeurs, bien, vous pouvez aussi les mettre de côté et vous dire, bien, maintenant, je suis mieux avec moi-même et mes valeurs. Mais au fond, la confrontation est évitée. Troisième étape pour ceux qui se débarrassent de cette honte de l'étiquette, c'est évidemment ce moment où ils se retrouvent avec eux-mêmes et où ils vont tenter de trouver l'équilibre entre leurs valeurs et leurs gestes du quotidien. Hein, ils vont trouver donc, et là, la honte dont on nous parle,
c'est la honte de ne pas être à la hauteur de ses propres convictions. Hein, c'est le moment où, semble-t-il, la plupart ont traversé ces moments. C'est ces moments où tout peut devenir potentiellement objet d'observation et objet de remise en question de sa capacité à être vraiment engagé. Je mange. Est-ce que mon alimentation correspond vraiment à mon engagement? Et effectivement, vous vous informez et là, vous trouvez que, effectivement, est-ce que mon style vestimentaire, ma façon de me vêtir, est-ce que ça correspond? Est-ce que je ne suis pas en train de nourrir un système capitaliste qui détruit encore le monde, etc.? J'ai mes vieux potes qui m'invitent chez McDonald's. Est-ce que j'y vais est-ce que j'abandonne ponctuellement mes valeurs etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les éléments du quotidien peuvent devenir potentiellement objet d'observation. Alors, vous voyez, honte d'appartenance, quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Honte de l'étiquette, c'est lorsque le regard de l'autre, vous êtes confronté au regard de l'autre, que vous ressentez le problème ou la violence du regard de l'autre. Troisième étape, vous êtes seul avec votre propre regard et donc finalement, vous pouvez vous faire violence à vous-même. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez finalement, vous voyez à travers le processus d'engagement, un déplacement d'une potentielle souffrance psychique. C'est-à-dire qu'à la base, elle relève du collectif, mais plus qu'on avance dans le processus d'engagement, plus qu'il vous faut des ressources fortes pour pouvoir résister et trouver les limites. Parce que vous comprenez que lorsque vous en arrivez à observer le quotidien pour savoir si vous êtes à la hauteur de vos convictions, vous pouvez vous dire, comme plusieurs qui le font d'ailleurs, vous dire, quand je vais chez McDonald's avec mes amis le vendredi, ça c'est à part, ça n'enlève rien à mon engagement écologique. Certains le font. Mais ces personnes ont délimité eux-mêmes des limites à leur engagement. Et c'est le problème qui se pose, c'est que le processus d'engagement met ces jeunes dans une situation où ils doivent eux-mêmes gérer toute une série de limites qu'ils nous décrivent comme étant des difficultés qui s'émissent dans leur quotidien. Certains vont très bien s'en sortir, d'autres, semble-t-il, beaucoup moins bien, comme vous le verrez. Alors, quelles sont ces limites? Qu'est-ce qu'ils gèrent? Alors, il y en a 5. Il y en a 5 qu'on a repérés dans les entretiens. Le premier, il y en a, je pense que vous allez deviner. Le premier, c'est, on peut toujours y mettre plus de temps. Hein? Forcément, l'engagement, c'est donner du temps. C'est la première définition souvent qu'on nous donne. Le premier élément, c'est donner du temps, donner du temps, donner du temps. Alors, le problème qui se pose, le premier, c'est jusqu'où je peux donner du temps. Et donc, évidemment, il y a un premier problème qui se superpose ici à l'existence des réseaux sociaux, puisque si vous étiez quelqu'un d'engagé dans le bon vieux temps, entre guillemets, quand vous étiez un peu plus âgé, quand vous étiez un peu plus jeune, votre engagement ne pouvait pas se poursuivre en permanence via l'usage des réseaux sociaux. Si vous deviez aller de force chez vos grands-parents pendant un week-end, prenez une distance. Aujourd'hui, étant donné que l'activité de l'engagement est à la fois hors ligne et en ligne, eh bien, l'activité de l'engagement peut toujours se poursuivre. Vous pouvez continuer à faire quelque chose pour le mouvement.